Voilà, ce barème, il est quantifié, et c'est vrai qu'on s'interroge sur la question de savoir comment les juges vont appréhender ce nouveau barème, comment ils vont l'appliquer. Mais les ordonnances prévoient cette petite pirouette qui va permettre aux juges, eh bien, finalement, de repasser sur l'ancien système. Comment? Eh bien, en fait, vous avez deux types de licenciements. Vous avez les licenciements qui sont considérés comme... Enfin, deux types de licenciements qui sont mis en échec. Les licenciements qui sont considérés comme étant nuls, et qui procèdent soit de la violation de libertés fondamentales, soit de discrimination, soit d'exercice de droit syndical, d'action en justice à l'encontre de son employeur. Dès lors que le licenciement est fondé sur une de ces causes, les juges vont dire que le licenciement il est nul. Quand il y a un motif de licenciement qui est fondé sur la personnalité du salarié, dans ce cas-là, le licenciement, s'il est considéré comme non valable, le Conseil de prud'homme va considérer que c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eh bien, je pense que la passerelle, elle va être faite très facilement, et moi, en tant que plaideur, il est clair que je vais d'abord rechercher une atteinte à une liberté fondamentale, la justification d'un licenciement sur une atteinte à une liberté fondamentale, pour pouvoir m'extraire de ce barème et obtenir pour mon client, lorsqu'il est salarié, un maximum d'indemnisation et plus me retrouver cantonné dans ce barème finalement dans lequel on se sent un petit peu à l'étroit, surtout quand on considère qu'on a subi une mesure qui n'était pas juste. Une place plus grande pour le dialogue social, c'est un peu la finalité des ordonnances. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude, de cette effectivité de ces ordonnances sur la régulation ou les rapports sociaux? Moi, je dois dire que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal, parce que moi, j'essaie surtout d'expliquer le système français à l'étranger et à des amis étrangers, d'écouter ce qu'ils me disent du système français. On apprend beaucoup des autres, leur regard sur son propre système. C'est vrai que vu de l'extérieur, on avait l'impression que ce système de représentation, ce millefeuille quand même, était quelque chose de très peu justifiable. D'ailleurs, justifiable, j'ai des amis chinois qui m'ont demandé récemment ce qu'on pouvait penser de tout ça, et ils avaient cette impression qu'il y avait énormément d'efforts et de contraintes pour un résultat qui était très faible sur le plan du dialogue, de leur capacité de traitement, parce que l'idée c'est quand même d'avoir une certaine sécurité juridique et de pouvoir évaluer comment on peut traiter de certaines choses et avec quel interlocuteur. Donc je pense que c'est vrai que le système français est un système qui est explicable par l'histoire de la France. Enfin, les comités d'entreprise, etc., c'est quand même, sont des étapes historiques de la France. Le droit syndical, c'est 68, etc. Expliquer tout ça à un ami chinois, c'est quand même compliqué, surtout quand ils comparent tous les éléments et qu'ils émettent quand même un certain doute, comme d'autres amis d'autres pays, sur l'effectivité du droit dans ce pays. C'est la question que je rencontre le plus souvent. Est-ce que vraiment tout ceci est effectif? Est-ce que ça s'applique vraiment? Avec cette idée quand même qu'il y a des sanctions pénales, qui d'une certaine façon aussi sont une menace sur la personnalité extérieure qui se trouve dans un domaine où les juges, je crois franchement, dans la plupart des pays du monde pour moi, le personnage central c'est le juge maintenant. Nous sommes tous entrés dans un système entre guillemets de common law. C'est-à-dire que je ne crois pas à ce que disent les Français dans leur éducation juridique. Le juge est le serviteur de la loi. Il n'ajoute pas à la loi. C'est complètement faux. Tout ce qui s'est passé dans les ordonnances Macron, sur beaucoup de points, sont allés à l'encontre de certaines jurisprudences. L'évaluation, la possession de la cause de licenciement dans le cadre du groupe, le reclassement, et sur les créations du juge. Donc le juge a un énorme pouvoir. Moi je suis de ceux qui pensent que le juge aura toujours autant de pouvoir et que le juge en France est dans une situation compliquée à l'égard du pouvoir politique en général et sur les questions sociales en particulier. Donc je ne suis pas si sûr que ces ordonnances changent les données véritablement. Ce que je pense notamment, je voudrais vous le dire, parce que c'est dans beaucoup de pays, c'est la même chose qui a été difficilement compréhensible, les juges en France n'ont pas hésité à annuler des accords conclus par des partenaires sociaux. Ce qui pour moi est quand même une petite interrogation, c'est que j'ai beaucoup d'estime bien sûr pour le juge français,
Mais c'est vrai qu'il n'a pas de grande expérience dans le domaine ni économique ni social. Et donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez difficile à comprendre. Pourquoi ce juge s'est immiscé autant dans les relations professionnelles? La réponse qu'on donne dans beaucoup de pays, plus le juge s'immisce dans les relations professionnelles, moins le système est en réalité pertinent et fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements, il y a un problème de représentativité, et donc finalement, je crois qu'en réalité, pour moi vraiment, la question est de savoir si nous allons vers un nouveau système de relations professionnelles. Il est possible qu'on change véritablement, parce que je crois quand même que les organisations syndicales à l'heure actuelle ne me semblent pas dans un système de force considérable, de légitimité, et moi je pense qu'il y a un problème générationnel. Je ne crois pas du tout que les jeunes aient la même attitude à l'égard du collectif que leurs anciens ou leurs anciennes, et je pense que, par exemple, cette unification de la représentation qui va avoir lieu, elle pourrait générer de nouvelles relations professionnelles dans un pays. Et d'ailleurs, je crois que le secrétaire général de la CFDT a dit récemment, je l'ai suivi de l'étranger, ça a été beaucoup commenté à l'étranger, les syndicats comme les partis sont mortels, en donnant ce sentiment que nous étions à l'heure actuelle dans une crise de légitimité et de changement. Donc il se peut que cette représentation unifiée donne une nouvelle dynamique aux relations collectives de travail. Franchement, ce découpage entre comité d'entreprise, écoutez, je m'en excuse, toutes ces questions d'expertise qui inquiètent beaucoup les personnes de l'étranger, le coût de l'expertise, qui est l'expert, comment... Mais il y a quand même quelque chose là qui, à mon avis, est au cœur du changement du système de relations professionnelles. Donc, je dirais que sur le plan du droit individuel du travail, certes, il y a des simplifications, il y a un certain nombre de changements. Je ne suis pas sûr qu'ils pèsent énormément compte tenu, à mon avis, du rôle des juges. Et j'ai l'impression en France d'une certaine rébellion contre cela. Non, mais qu'est-ce qui a changé, Harold, concrètement? Alors du coup, au final, dans ces ordonnances, pour les TPE, PME, on pourrait dire on va de décentraliser dans les entreprises qui sont dépourvues par exemple d'instances représentatives du personnel, on va décentraliser le pouvoir normatif. Et aujourd'hui on crée un référendum à l'initiative du chef d'entreprise qui pourra être une norme effective au sein de cette entreprise, et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. On va laisser des champs d'intervention aux petites entreprises, et l'employeur va pouvoir modifier un certain nombre, j'ai envie de dire, d'acquis, enfin de choses qu'on considérait comme acquises. Mais c'est très important cette question de référendum, parce que comme je ne suis qu'un modérateur dans les débats, vu mon âge et ma situation, j'écoute tous les points de vue. Et j'ai l'impression que ça a un peu changé, parce qu'au début, il y a quelques années, il y avait une totale opposition des organisations syndicales à l'égard de tout contournement du droit syndical, du rôle du syndicat. Elle existe encore. Et elle existe encore, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'hésitation maintenant. C'est-à-dire quand même l'idée que, après tout, qu'il y ait une occupation directe des travailleurs, ça dépend des modalités, bien sûr, de garantie, n'était pas quelque chose d'absolument impensable, hérétique, etc. Mais je pense que ce n'est pas partagé par l'ensemble des syndicats, bien sûr. Et ce que je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une évolution de la culture syndicale, de la conception du droit par les syndicats? Dernière chose que je voudrais vous dire, moi j'ai le sentiment, mais je n'engage que moi-même, qu'il y a une certaine disparition de la doctrine en droit du travail. C'est-à-dire qu'une vision générale, une perspective d'évolution du système n'existe plus. Je crois qu'une des raisons, c'est que beaucoup de professeurs de droit, et je ne les critique pas pour des raisons notamment économiques, se sont transformés en consultants ou en avocats. Et donc, ils évoluent au fil des affaires, et même quelquefois, ils se contredisent du jour au lendemain. Alors je trouve que pour un auteur, moi un universitaire, j'aime beaucoup mes amis britanniques qui ne citent un auteur que lorsqu'il est mort, parce qu'au moins, il ne pourra pas se contredire. Je pense que, d'une certaine façon, il y a une disparition de la doctrine, ce qui n'aide pas, à mon avis, le changement de relations professionnelles en France. L'ouverture, Jean-Claude ou Harold, des champs conventionnels concernant les négociations sur la rémunération, sur
le temps de travail maintenant au plus près de l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il fallait laisser tout ça aux branches ou peut-être que la loi ordonne ou récupère par je dirais toutes ces normes. J'ose dire quelque chose tout d'abord. Je pense qu'en France, il y a un problème de méthode de travail à la fois parlementaire et judiciaire. Parlementaire, je m'en excuse, mais les quelques amis parlementaires que je connais qui sont de sensibilités différentes me disent la même chose. Il y a très peu de personnes au Parlement qui comprennent véritablement de quoi on débat, tant la complexité est grande. Et l'exemple type, c'est le temps de travail. Moi, je crois que ce temps de travail, il y a presque que Jacques Bastianini, ou à peu près, qui peut comprendre l'ensemble des éléments. Et je crois que c'est un système qui n'est vraiment plus viable, d'une certaine façon. Donc, je crois que là, d'un côté, c'est peut-être très bon pour les cabinets de consultation, pour les juristes. Mais moi, les juristes, je n'aime pas trop quand ils compliquent les choses. Pour moi, les juristes sont en charge de l'état de droit et de maintenir les principes, l'ordre public et les éléments forts d'un État. Et à l'heure actuelle, nous avons des défis considérables. Donc je pense que se perdre dans ces contentieux fous où personne n'y comprend rien, et le juge en premier, parce que j'ai compris la frustration du juge français pour discuter avec eux, il ne juge jamais sur le droit positif. C'est toujours la réforme antérieure qu'ils connaissent. Et ils appliquent. Mais il y a quelque chose de fou. Ça a changé 10 fois entre-temps. C'est devenu encore plus complexe. Donc je crois que là, probablement l'une des orientations de ces réformes, c'est la simplification. Et je crois que c'est une bonne chose. Sur la simplification, je crois qu'il y a un grand débat pour les juristes. Est-ce que nous devons tenir compte de la réalité du terrain? Et à ce moment-là, il y a tellement de monde du travail et de l'université. Le monde de la start-up, je m'en excuse, c'est un monde divin ou diabolique. Il y a les deux. Il y a des start-up où l'ambiance, je crois, et la réalité du travail a changé profondément. Et il y en a dans lesquels, mais c'est presque, j'allais dire, l'annonce du 18e ou 19e siècle. C'est-à-dire que c'est l'ambiance de l'euphorie, puis tout à coup, tout le monde passe à la haine, tout le monde veut... Et je crois qu'il faut qu'on tienne compte de cette diversité pour avoir un droit qui répond à l'ensemble de la situation. C'est pour ça que je suis quand même toujours inquiet quand on dit on va développer un droit qui s'adapte à une situation particulière. Je crois qu'il faut surtout, à mon avis, cultiver des principes fondamentaux et si possible des juges et des praticiens et des praticiennes qui soient attentifs à l'essentiel. Et je pense que au fond, nous sommes quand même, et c'est vrai que si la norme conventionnelle est au niveau de l'entreprise, elle est quand même plus attentive aux réalités et je pense qu'elle peut d'une certaine façon éviter ce recours au contentieux systématiquement parce que la norme n'est pas adaptée, etc. Mais je trouve que la France est quand même marquée par un taux de contentieux absolument effrayant. Je voudrais dire quand même qu'au moins, d'une certaine façon, l'Allemagne a un système unifié de juridiction du travail. Nous avons quand même cette diversité incroyable. Le tribunal de grande instance est saisi, le juge d'instance est saisi, c'est hallucinant. Donc je pense que de ce point de vue-là, j'aurais aimé que les réformes s'accompagnent par une réforme du contentieux judiciaire et une juridiction qui, de la base au sommet, parce que je m'en excuse, quand on passe à la cour d'appel, c'est extraordinaire. Et souvent, les juges professionnels me disent « c'est conseiller prud'homme ». Mais je peux dire la même chose avec un certain sens péjoratif, ces conseillers qui, à la cour d'appel quelquefois, n'ont jamais eu d'expérience sociale, arrivent là-dedans. En plus, ce n'est pas le meilleur choix quand même, hein, la gestion sociale en général. Donc je trouve que tout ceci, sans une remise en cause de cet éparpillement du contentieux social et sans une vision plutôt finalement du droit de l'entreprise, économique et sociale, n'est pas viable véritablement. Des mondes du travail, des mondes au pluriel. Je pense par exemple aux auto-entrepreneurs aujourd'hui qui, je dirais, auxquels on fait souvent appel d'ailleurs pour les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas là une ambiguïté aujourd'hui du droit du travail avec ces nouveaux contrats je pense qu'il y a je pense au contraire qu'il y a aussi ambiguïté puisque dans le même temps que l'on promulgue ces ordonnances travail, depuis le 1er janvier, on a augmenté les seuils de franchissement pour bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. On les a augmentés de façon substantielle puisqu'on les a doublés. On est passé de 32 400 ou 32 500 euros pour les prestataires de services à 70 000 euros et
pour les auto-entrepreneurs qui ont pour activité la vente de biens, on est passé de 82 500 à 170 000, avec toute la complexité que cela emporte en termes de facturation de la TVA, sur laquelle la France n'a absolument aucune autonomie. On a aujourd'hui une utilisation sociale qui est faite du statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, vous avez énormément d'emplois qui pourraient être occupés par des salariés puisqu'ils correspondent à l'activité permanente de l'entreprise et qui finalement sont occupés par des auto-entrepreneurs. L'auto-entrepreneur, c'est quand même beaucoup plus facile de s'en séparer s'il ne convient pas. On n'a pas de procédure à engager, peut-être parfois un préavis quand la relation elle s'est établie sur le temps. Mais aujourd'hui, quand on embauche un auto-entrepreneur, on sait exactement combien il va nous coûter. On n'a aucune charge sociale à payer, c'est lui qui se débrouille pour régler ses propres charges. Et je peux même vous dire que je me rends compte dans la pratique que finalement avoir recours à un auto-entrepreneur, c'est une façon détournée d'augmenter de façon considérable la période d'essai. S'assurer qu'on va bien s'entendre avec un salarié qui va convenir pour le poste auquel on le destine. Il n'y a pas de durée, il n'y a absolument aucun critère de recours à ces auto-entrepreneurs. Et récemment, vous avez vu la multiplication des chauffeurs Uber, des livreurs en vélo, des livreurs en scooter. Vous avez quand même aujourd'hui beaucoup de services de sociétés qui vont avoir recours à ces auto-entrepreneurs. Il y a eu quelques dossiers qui sont... parce que concrètement, juste pour faire un petit point, ce qui permet de caractériser un contrat de travail aujourd'hui, c'est la démonstration d'un lien de subordination. C'est véritablement le critère déterminant qui va permettre une requalification d'une relation contractuelle, commerciale, en relation sociale. Moi, je considère que dès lors qu'un auto-entrepreneur a un client unique, qu'il travaille avec lui sur une période qui est relativement longue, le déséquilibre, le rapport de force, il est suffisamment important pour qu'on puisse faire bénéficier à cet auto-entrepreneur des dispositions du Code du travail. Et pour une société qui s'appelle Take It Easy, qui est entrée en liquidation judiciaire, qui était un système de livraison via des auto-entrepreneurs cyclistes ou motorisés, il y a un grand nombre de ces livreurs qui sont allés devant le Conseil de prud'homme et qui ont sollicité la requalification de la relation commerciale qu'ils avaient avec cette société qui a été liquidée en contrat de travail. La réponse du Conseil de prud'homme de Paris est pour le moins édifiante. Dans une grosse vague de contentieux, elle s'est déclarée incompétente, elle a renvoyé devant le tribunal de commerce. Et pour une autre grosse vague de contentieux qui, je crois, s'est plaidée au mois de mai ou au mois de juin, eh bien, elle a fait ce qu'il y avait de pire pour ces gens-là, c'est qu'elle a renvoyé devant le juge des parties. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la structure du Conseil de prud'homme. Dans un Conseil de prud'homme, le bureau de jugement est composé de 4 conseillers prud'homaux, 2 représentants élus dans un collège de salariés, 2 conseillers qui sont élus dans un collège d'employeurs. Quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la décision, eh bien, ils renvoient devant un juge professionnel, qui est un juge tribunal d'instance, et qu'on appelle le juge des partiteurs. Le délai qui existe entre le prononcé d'une décision de renvoi devant le juge des partiteurs et le délai d'audiencement de cette affaire, à Paris, il est de 18 mois. Donc je pense que l'incompétence était presque une meilleure issue, puisqu'on pouvait aller directement devant la cour d'appel pour contester la décision sur l'incompétence et demander à la cour d'appel de dire au Conseil de prud'homme, c'est un dossier qui te concerne, donc tu dois le juger. Je crois que nous sommes un peu à la croisée des chemins. Pendant très longtemps, dans les pays industrialisés, notamment comme la France, le droit du travail a paru naturellement destiné à s'appliquer à un nombre croissant de personnes, dès lors qu'elles ou ils se trouvaient dans une situation de subordination. Et tout naturellement, l'idée de l'application de l'ensemble du droit du travail, de toute sa mécanique, assez lourde quand même, s'est révélée d'une certaine façon en contradiction avec la situation des petites et très petites entreprises.
Et d'une certaine façon, je crois qu'il y a un doute sur son aptitude à s'appliquer à l'ensemble des situations. Est-ce que la requalification du contrat en contrat de travail répond aux demandes? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre d'une efficacité économique qu'il faut quand même prendre en considération? Et donc, dans ce cas-là, on va vers la disparition de l'entreprise en question. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment pouvons-nous maintenant, et c'est, je crois, ce qu'il y a quand même derrière toutes ces réformes, en tout cas, à mon avis, d'ici quelque temps, c'est comment assurer une sorte de capacité de traitement commun de populations qui ne sont pas du tout dans la même situation, qui peuvent passer de l'auto-entrepreneuriat à la situation de salarié, et non pas cette idée du tout ou rien. Et je pense que c'est pour ça que là, il y a un effort important qui a été fait, y compris au niveau européen, c'est de savoir comment la protection sociale, qui est quand même l'un des enjeux fondamentaux, parce que franchement, de nouvelles entreprises qu'on a citées tout à l'heure, pas toutes, mais certaines d'entre elles, font preuve d'une légèreté à l'égard de la personne qui est incroyable. Même pas d'assurance, même pas. C'est hallucinant les situations dans lesquelles se trouvent certains jeunes. Et je pense que d'une certaine façon, il faut retrouver un équilibre entre le traitement comme salarié avec la protection et en même temps des situations différentes pour des circonstances particulières, mais qui ne font pas que c'est le tout ou rien quand même. Et dernière chose que je voulais vous dire, moi je suis très attentif au fait que, et ça ne plaît pas toujours aux Français de leur dire, qu'en réalité les zones de non-droit se développent dans beaucoup de pays. Il y a des zones de non-droit en France bien sûr, et pas très loin d'ici, et qu'il y a des zones dans lesquelles non seulement le droit du travail ne s'applique pas, mais l'ordre public non plus, et qu'au fond il y a quand même là des problèmes, c'est-à-dire que nous devons reconnaître ce que la France reconnaît, mais a des difficultés à mon avis à discuter librement, c'est la question de l'économie informelle. Nous avons une économie informelle importante, et je crois que là aussi, on a un débat entre tous les pays. Est-ce qu'on va étendre le droit du travail comme tel pour protéger? Je crois que la réponse n'est pas satisfaisante, mais par contre dire qu'il n'y a pas de problème, c'est aussi grave. Question, partage d'expérience de ce que vous vivez peut-être en tant que RH, DRH. Difficulté d'application de l'ordonnance, facilité pour vous, simplification. Est-ce que vous ressentez peut-être cet effet, vous qui êtes dans ces métiers? C'est-à-dire qu'on parlait au début effectivement des mondes du travail, le fait que, y compris les activités des entreprises se développent dans des secteurs, des manières de faire, des méthodes de travail, y compris qui sont totalement novatrices en termes de patrimoine de l'entreprise développée, en termes de beaucoup de choses. Et du coup, finalement, effectivement, je comprends l'argument du code du travail qui, du coup, forcément, est difficilement adaptable à ces nouvelles façons de faire. Mais finalement, j'ai parfois l'impression que les conventions collectives même sont très fortement prises de vitesse là-dessus. Typiquement, nous, notre entreprise, donc c'est une PME qui est issue d'un incubateur d'une start-up. La plupart de son patrimoine en fait, d'entreprise, de ce qu'elle crée comme richesse, c'est en fait du contenu numérique, des sites internet, du conseil. Typiquement, on est rattaché à Syntec. Donc voilà, il y a quand même quelques questions qui se posent à ce niveau-là. Et également, il y a le côté, un peu comme les lois qui sont passées d'ailleurs de Macron également, il me semble, sur la question des mutuelles. La question des mutuelles du fait que désormais l'entreprise a la responsabilité, le devoir, etc., de proposer sa mutuelle et donc de veiller également au respect, on va dire, du fait que les salariés aient la mutuelle ou pas. Ça a aussi déplacé un certain poids de gestion, on va dire, sur les entreprises, principalement les petites, très petites, moyennes dans une autre proportion. Et j'ai le sentiment que, y compris en termes de formation pour les RH, y compris pour les personnels administratifs, ça fait peser un nouveau poids sur l'entreprise. Une liberté, certes, mais aussi un énorme poids qui, à mon avis, sans changement et sans politique un peu ambitieuse en termes de formation, formation professionnelle, pas forcément de formation initiale, reste très compliqué à appliquer de manière judicieuse, claire et bénéfique à tous. Est-ce que je peux juste dire une chose pour aller dans votre sens à propos de la convention collective? Moi j'ai l'impression quand même que la France est un pays qui n'a pas une perception vraiment contractuelle de la convention collective.
c'est plutôt une paralégislation. Et d'ailleurs, le niveau de la branche, qui reste quand même un niveau important et qui d'une certaine façon a bien sûr son utilité, c'est quand même dans la culture française, me semble-t-il, syndicale et même patronale, une espèce de difficulté de concevoir la norme comme éphémère. Et surtout de ne pas pouvoir ouvrir la négociation. Moi, j'ai plusieurs fois assisté à des réunions dans lesquelles l'employeur et le syndicaliste disaient « Ah, mais si on touche à cette virgule-là, alors là, on fait imploser tout le système. » Je crois qu'il y a quand même une question qui se pose, parce qu'à l'heure actuelle, nous vivons dans un droit qui est profondément évolutif. Si on n'a pas de capacité, autrement dit, d'administrer la norme, elle devient en grande partie inapplicable et elle se retourne contre la protection elle-même, parce qu'il y a quand même une certaine rébellion contre la convention collective dans certaines entreprises. On vous applique la branche. C'est un peu comme finalement l'idée, la grande entreprise qui est le modèle industriel du droit du travail ne correspond pas à la situation de beaucoup d'emplois maintenant qui sont quand même dans des petites entreprises, voire des très petites entreprises. Donc c'est dangereux, parce que moi je pense qu'on ne peut pas se priver d'une régulation sociale. Il faut trouver les moyens d'avoir une régulation sociale. Et je pense que les instruments ne sont pas maîtrisés par les intéressés, parce que la négociation collective est une boîte, très franchement, de Pandore. Si on ouvre un côté, on se dit mais on ne maîtrisera rien du tout. Et je pense que deuxième chose que vous disiez, à laquelle je suis très très sensible, c'est qu'en fait, dans beaucoup de pays du monde, tous les pays, le droit du travail n'existe plus vraiment. Il n'y a plus de séparation entre les domaines et les matières, de même que vous remarquerez que la séparation entre droit de la personne, droit de l'entreprise, vie personnelle, vie professionnelle, n'existe plus vraiment. Parce que même le salarié réclame qu'on prenne en compte son bien-être, que s'il se sent harcelé, et moi je prends ce terme au sérieux parce que beaucoup de gens disent « Ah, le harcèlement c'est du... » Mais enfin, il y a des situations absolument démentes sur le plan de la situation personnelle. Je pense que là, il n'y a plus de séparation et que nous ne maîtrisons plus les choses et qu'il faudrait que nous ayons les capacités de réguler à nouveau cette question collectivement. Et moi je crois que là, ces réformes qu'il y a, on ne sait pas si vraiment ce sera un changement de système. Et je pense que franchement, la question de la convention collective est au cœur de tout, et je pense que ça suppose aussi beaucoup de formation. Or, très franchement, par rapport à certains pays étrangers, les négociateurs français, notamment syndicaux, le plus souvent, je les trouve en situation de faiblesse. Ils substituent par l'idéologie des éléments de connaissance et de capacité de négociation. Vous disiez sur la doctrine. Et oui, je pense que c'est très dangereux. Et actuellement, nous avons une difficulté, c'est la capacité de négocier les changements et de maîtriser cela, et notamment sur le plan de la protection sociale. Ça va être un enjeu considérable, et je crois qu'il n'y a pas de préparation et très peu de capacité de traitement de cette question. Donc, en gros, finalement, les DRH présents ici, je dirais, auraient une difficulté à se saisir de cette opportunité d'une négociation plus élargie. Non, mais je pense que ça se rajoute au reste. La fonction de DRH est une fonction extrêmement lourde, me semble-t-il, qui réclame de plus en plus de capacités d'intervention, de prévisibilité, etc., qui sont extrêmement difficiles. À terme, elle sera extrêmement fractionnée, je pense. Fractionnée, c'est-à-dire vers des experts réellement. Et une extériorisation. Et on le voit sur les fiches de poste, c'est très intéressant dans les ressources humaines, avec une multiplication de titulatures, mais vraiment latine. Enfin, ça en devient baroque. Et il y a quelque chose de. Enfin, c'est une vraie tendance. De fond, et on le voit dans les newsletters et les magazines professionnels, comment dire, la multiplication de l'avenir des métiers des RH, le prédictif, enfin, on a vraiment quelque chose de très fractionné. Le mot prédictif, ça me motive beaucoup, parce que moi je crois que demain, le juriste va complètement changer. Parce que déjà aux États-Unis, nous avons le droit prédictif qui fonctionne. Les cabinets qui ont retiré tout ce qui est recherche, etc., documentation. Et autrement dit, on va vers, j'allais dire, c'est aussi inquiétant, une séparation des univers. Et il n'y aura de place que pour ceux qui ajouteront
des compétences ou une capacité de synthèse, de stratégie, ce qui fait que, d'une certaine façon, moi je crois que le droit prédictif est probablement l'avenir du droit, avec cette inquiétude que les prud'hommes en France, c'est pas de la tarte. Donc, c'est plus de contentieux, c'est ça, à venir? Plus de liberté, de création de normes pour l'entreprise et plus de difficulté à le faire, c'est ça en fait. Le problème de cette superposition de normes, au final, c'est un petit peu l'accessibilité et la détermination de celle qui va être applicable à la situation. Je crois que c'est une des dispositions de ces ordonnances, puisque on s'est donné comme objectif de rendre accessible à tous les salariés l'ensemble des accords qui sont applicables aux entreprises, aussi bien les accords d'entreprise qui devraient être accessibles en ligne que les accords, les conventions nationales. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que le contentieux prud'homal va sensiblement diminuer. On y assiste d'ores et déjà depuis 2016. Et puis le fait, outre le fait qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus complexe de saisir une juridiction prud'homale là où c'était extrêmement simple il n'y a pas si longtemps, on se rend compte qu'il y a quand même des délais de prescription qui sont en train de réduire comme des pots de chagrin. Avant 2013, on pouvait saisir le conseil de prud'homme alors qu'on avait été licencié moins de 5 ans avant. On est arrivé à 2 ans en 2013 et aujourd'hui, les ordonnances, elles calent le délai de prescription des contestations du licenciement pour motif économique sur celle du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Donc aujourd'hui, le délai de contestation d'un licenciement, c'est 1 an. En termes de comptabilité pour l'entreprise et de prévisibilité sur ses comptes, c'est extrêmement important puisque ça permet que des provisions qui avaient été effectuées dans l'éventualité d'un contentieux prud'homal soient enlevées des comptes. Voilà. J'avais une question très pratique. Qu'est-ce que vous pensez des modèles de licenciement, des modèles CERFA, ces formulaires CERFA? Est-ce que c'est une révolution? Alors je crois que c'est pas encore très stable, c'est ça? Ils veulent annexés au échanger encore. Il y a 5 modèles formulaires qui correspondent pour chacune à un type de licenciement. Voilà, disciplinaire, etc. Disciplinaire, économique. Je me dis que dans la relation individuelle, c'est peut-être une vraie révolution. Ah, moi je pense que c'est une révolution. Ah, moi je pense. Oui, c'est un vrai sujet. C'est ce qu'il a souligné. L'accessibilité à la norme. Oui, tout à fait. Parce que finalement, un chef d'entreprise aujourd'hui, s'il veut licencier, et qui n'est pas accompagné soit par un juriste, soit par un avocat, il va au casse-pied. En tout cas, tel que ça existait avant, la lettre de licenciement figeait le cadre du litige. C'est-à-dire que l'employeur ne pouvait plus invoquer un autre motif que celui qui était dans la lettre de notification du licenciement. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Aujourd'hui, ce droit à l'erreur pour lequel plaidait Macron, il a été mis en œuvre notamment dans la procédure qui a été instituée dans le cadre d'un licenciement. Aujourd'hui, unilatéralement, un employeur va pouvoir, dans les 15 jours de l'envoi de la lettre de licenciement, qui avant avait une importance extrêmement importante, énorme. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on va devant le conseil de prud'homme, devant le bureau de conciliation, devant le bureau de jugement, il fallait prévoir un nombre d'exemplaires, il fallait prévoir autant d'exemplaires qu'il y avait de conseillers. Parce que la première chose que demandaient les conseillers, c'était de voir la lettre de licenciement. Aujourd'hui, l'employeur va pouvoir unilatéralement compléter les motifs qui figurent dans sa première lettre de licenciement. Alors le licenciement, il est acté. Le préavis partira toujours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, mais on se réserve quand même un petit délai au cours duquel on va pouvoir préciser, justifier les motifs du licenciement. De même, dans la procédure de licenciement, aujourd'hui, le salarié va pouvoir interroger son employeur pour avoir des précisions sur les motifs de licenciement qui ne lui ont pas paru clairs dans la lettre de licenciement. Et l'employeur là-dessus va également avoir le pouvoir de répondre aux salariés. En revanche, moi, d'un point de vue pratique, je m'interroge sur le caractère obligatoire de cette procédure. Est-ce que, par exemple, un salarié va pouvoir saisir le conseil de prud'homme alors que le délai de 15 jours au cours duquel l'employeur va pouvoir préciser le motif du licenciement, ou est-ce que son action sera déclarée irrecevable puisqu'il n'aura pas attendu ce délai? C'est des questions pratiques qu'on se pose à juste titre. Et moi, je pense que c'est... Alors, en me mettant à la place de l'employeur, je pense que c'est plutôt bien puisqu'il va pouvoir
enclencher cette procédure de licenciement et faire quelque chose qui était totalement proscrit auparavant, c'est-à-dire améliorer son dossier. Il va pouvoir prendre la décision tout de suite, attendre le délai de 2 jours après l'entretien préalable, et ensuite réfléchir. Moi, je crois quand même que c'est une révolution, aussi plutôt une contre-révolution jurisprudentielle. C'est-à-dire que c'est quand même la jurisprudence qui avait construit un droit romain du travail. C'est-à-dire que, hormis la formule « pas de salut », ce qui est quand même incroyable, parce que ça pose un problème de l'extérieur quand on regarde la France. Enfin, si on a quand même des éléments de preuve autres, on ne peut même pas les apporter. Mais il y a quelque chose qui est contraire tout à fait aux droits fondamentaux, j'allais dire. Parce que le travailleur, il faut absolument le respect des droits fondamentaux, mais l'employeur a aussi des droits, notamment à la justice, au contradictoire, etc. Donc je pense que finalement, peut-être qu'on rétablit une sorte d'équilibre. Mais ça ne plaît pas à beaucoup de travaillistes dans la mesure où le droit du travail s'est construit sur un traitement inégal de la situation de l'employeur et du travailleur, qu'on comprend d'une certaine façon. C'est un traitement inégal au niveau du droit, voilà. L'inégalité, au niveau du droit. Elle est également voilà. Économique, voilà. Et, enfin, voilà. Le miroir de cette inégalité juridique et économique. Je pense que cette inégalité ne doit pas valoir pour la preuve, parce que je trouve que, sauf s'il y a une présomption qui est établie, en réalité, chacun a droit d'apporter les éléments de preuve qu'il a, et que le juge doit favoriser cet échange. Alors, ce que je veux dire quand même pour vous rassurer, c'est que quand même s'il y a des formulaires, il est comme aux États-Unis, tout à fait souhaitable et conseillé d'avoir un conjoint ou une conjointe qui soit juriste. L'amélioration de la situation de l'employeur, notamment pour les recours au contrat à durée déterminée. Auparavant, l'employeur qui ne faisait pas signer aux salariés à durée déterminée ou à l'intérimaire son contrat dans les 2 jours du début du contrat risquait tout simplement la requalification de la durée du contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée avec l'octroi d'une indemnité qui était égale à 6 mois de salaire. C'est-à-dire que vous preniez un contrat de travail à durée déterminée pour 5 jours, vous oubliez de lui faire signer son contrat, bah, le type vient et vous réclame 6 mois de salaire. Aujourd'hui, on va considérer que c'était plus, ça ne justifie plus la requalification, mais simplement l'octroi d'une indemnité qui est égale à 1 mois de salaire. Bon, ça reste beaucoup pour une petite erreur. Il n'empêche que la situation de l'employeur s'est améliorée sur ce point. Juste une chose que je veux vous dire, c'est au point de vue des contrats et des problèmes que je ressens. La présomption que nous avons en France, en tout cas, c'est que le contrat à durée indéterminée est le modèle et ce qui protège le mieux le travailleur, d'une certaine façon. Je pense que c'est faux dans la réalité sociologique dans beaucoup de situations. C'est-à-dire que notamment quand il y avait ces jurisprudences sur la requalification immédiate, d'une certaine façon, c'était plus avantageux pour le travailleur d'avoir ce genre de contrat qu'un contrat à durée indéterminée. Moi, je pense que le débat sur la flexi-sécurité qu'on a partout en Europe, parce que, écoutez, les Français disent c'est notre législation, mais en réalité, il y a énormément d'éléments européens. Et s'il y a des risques pour ces lois aussi au regard des juridictions européennes. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais, quand même, je voudrais dire que tous les pays sont à la recherche d'une sorte d'équilibre. C'est-à-dire, le problème que nous avons, c'est un monde précaire et un monde qui ne le serait pas. Je pense que ce partage n'est pas là. Mais que c'est vrai qu'il y a de la qualification du contrat à durée déterminée un certain nombre d'éléments qui rendent précaires les situations des individus. Et je pense que dans beaucoup de pays, l'idée est de trouver, et c'est vrai pour la protection sociale, une sorte de traitement moyen et de passerelle pour éviter qu'on soit dans un monde ou qu'on soit dans l'autre. Et je pense que pour les juristes, il y a un effort à faire pour, non pas la lutte à mort et atomique pour la requalification, mais une lutte pour des capacités de transversalité, de traitement en continu des situations qui permettent d'éviter ces 2 univers qui sont des univers finalement qui ne peuvent pas actuellement être conciliés. Et je pense que c'est ça qui est quand même, dans certains systèmes nordiques, une réussite, c'est le système de la flexibilité en matière de passage d'un système à un autre. Est-ce que c'est pas ce que les ordonnances permettent aujourd'hui, en reléguant entre guillemets aux branches la possibilité sur les CDD de leur durée,
ce qui était d'ordre public à un moment donné. Bien sûr, Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers cette souplesse, je dirais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on est sur une décentralisation du pouvoir normatif et au mieux de l'adaptation à la typologie des emplois, des activités. Effectivement, ce qui est aujourd'hui amusant, c'est qu'on a, c'est vrai, ce nouveau type de travailleurs qu'on appelle l'auto-entrepreneur, qui finalement, quand on se demande pourquoi on va avoir recours au contrat à durée déterminée, j'ai vu des sociétés, des employeurs qui conditionnaient l'embauche de la personne qu'on va qualifier de salarié à ce qu'elle se mette sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc ça devient la norme, c'est ça, de manière, avec l'insécurité. Écoutez, moi je suis assez perplexe à cet égard, parce que c'est vrai que dans le même temps, alors tout ça c'était des promesses électorales, et je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, en tout cas je suis surpris que ça a été mis en œuvre. Et dans le même temps que on fait ces ordonnances qui viennent refondre complètement le droit de travail, le recours aux salariés, la vie, la relation entre l'employeur et le salarié, et aussi la modification de la façon dont on met fin à cette relation, eh bien, vous avez aujourd'hui la possibilité de recourir à cette espèce de nouvel objet du droit, si je peux me permettre, l'auto-entrepreneur, et qui va pouvoir boucher les trous d'un marché que l'on considérait peut-être comme pas assez flexible et qui aujourd'hui le devient. Alors moi j'ai quand même une interrogation que je me pose dans beaucoup de pays, c'est la situation des personnes qui sont de systèmes proches de l'économie informelle. Il ne faut pas nier quand même que l'accès à ces formes juridiques permet aussi à certaines personnes de rejoindre l'économie. C'est ce que disait Macron. Oui, mais je pense que c'est un argument qui est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se préoccuper que des personnes qui sont dans le système de l'employabilité normale. Nous avons quand même toute une population, y compris de jeunes, dans des zones urbaines ou périurbaines, qui n'ont pas de possibilité d'accéder à un système ni de protection sociale, ni d'inclusion dans le système économique. Et pour moi, quand même, c'est une légitimité importante de cet élément. Mais comme toutes les formes juridiques sont ambivalentes, ça peut aussi favoriser des fraudes. Parce que ce sont des fraudes quand on le pose comme condition avant l'emploi, etc. Voilà. Bien sûr. Mais malheureusement, ce sont des situations qui sont de plus en plus courantes. Des entrepreneurs, des employeurs qui exigent qui conditionnent l'embauche, le recours à la personne, à ce qu'elle soit utilisée en tant qu'auto-entrepreneur et sûrement pas en tant que salarié. Alors il y a plein de raisons. Par exemple, il y a des entrepreneurs, des entreprises qui refusent de dépasser certains seuils. On se dit non, je ne vais pas embaucher un 11e salarié parce que sinon je vais devoir organiser les élections des délégués du personnel. Mais c'était une démarche intellectuelle qui était relativement courante. C'est une démarche de fraude qui est quand même le résultat d'un bloc de droit du travail, d'une certaine sensation, d'une sensation d'insécurité juridique de l'employeur à l'égard du... Et le problème dans le droit est souvent la psychologie maintenant. Parce que regardez, une norme à laquelle les citoyens et les citoyennes n'adhèrent pas, ne s'approprient pas, je pense qu'elle a de fortes chances d'être à 90% ineffective maintenant. Donc comment amener les citoyennes et les citoyens à accepter la norme et d'une certaine façon ne pas la contourner, qui peut être un jeu dans certains pays quand même. Hein. Il y a un sport du contournement de la règle qui existe plutôt dans les pays du Sud que du Nord. Donc il y a une certaine géographie du droit là quand même. Donc je me dis quand même, il faut absolument que d'une certaine façon, ces réformes soient utilisées pour reconstruire un droit, je ne dirais pas du travail, mais un droit de l'activité professionnelle. Parce que je crois que le droit du travail en tant que tel, personnellement, me pose un problème compte tenu des diversités, des changements du travail, etc. Mais il nous faut un droit de l'activité qui permet d'inclure, j'insiste quand même, tous les jeunes qui sont exclus dans des zones de non-droit. Le dialogue social, les représentants du personnel, les syndicats, quelle est la part qui est faite à ces instances quand on voit aujourd'hui dans les ordonnances qu'on peut, sans ces représentants,
finalement, en particulier dans les PME, je dirais aujourd'hui, négocier. Vous en pensez quoi et qu'est-ce que ça amène, je dirais, en termes d'efficacité ou d'effectivité du devoir? Alors, si je peux me permettre, je vais répondre à contrario. Oui. Justement, aujourd'hui, on va instaurer le dialogue social dans les entreprises qui sont dépourvues de ces institutions. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué avec le référendum qui peut être proposé à l'initiative de l'employeur. On peut aujourd'hui mandater des salariés pour faire cette négociation avec l'employeur. À vrai dire, je ne vais pas te mentir, William, j'ai encore un peu de mal à appréhender ces nouveaux objets que sont le Conseil économique et social. J'en ai pas encore rencontré. Je sais que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit se pencher et Ludovic a passé sa journée aujourd'hui à éplucher les textes de l'ordonnance. Oui, mais voilà, c'est très nouveau. C'est très nouveau. On sait qu'aujourd'hui, il y a des seuils qui existaient et qui peuvent être dépassés. Par exemple, l'obligation d'instaurer ce CES. Avant, les élections de délégués du personnel, elles étaient obligatoires dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, dans lesquelles il y aurait eu un effectif d'11 salariés sur 12 mois au cours des 3 dernières années consécutives. Aujourd'hui, il faut que les 12 mois ils soient consécutifs. Il faut qu'on ait ces 12 mois consécutifs pour être astreint à l'obligation de... Et les sanctions, elles étaient extrêmement graves, hein, puisque vous en parliez, tu m'en parlais tout à l'heure, tu parlais du délit d'entrave, l'employeur peut être confronté, peut être amené devant les juridictions pénales parce qu'il n'a pas organisé les élections du personnel, parce qu'il a décidé de licencier. Alors, juste une préoccupation vraiment dans le monde à l'heure actuelle. Je pense que nous sortons d'un univers, en réalité l'Union soviétique s'est effondrée bien trop tôt finalement. Nous n'étions pas préparés. Et en réalité, nous vivons en grande partie sur un système de représentation qui a des formes et des modalités de permanence. Et d'une certaine façon, un certain nombre d'éléments de la population, notamment je pense les jeunes, se sont rebellés contre ces institutions, qu'elles soient partis, syndicats, etc. Et j'observe dans des réunions, même avec des jeunes gendarmes à l'IHEPN, qu'en réalité, il n'y a pas de vision de la régulation. Et je suis inquiet de ce point de vue-là. Je crois qu'on ne peut pas faire face aux défis que nous avons sans régulation et sans organe d'intermédiation. Et je pense que je trouve de moins en moins de gens qui se réjouissent, notamment du côté des employeurs, moi j'ai l'impression, de la disparition des représentations comme telles. Quand on les aura plus, ça ira beaucoup mieux. Mais il faut une régulation. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, sur un certain nombre de menaces que nous avons, il faut pouvoir détecter des signaux faibles et pouvoir traiter un certain nombre de questions. Donc ce que je pense réellement, c'est qu'à l'heure actuelle, nous allons voir si nous sommes capables de reconstruire des systèmes de régulation et si nous sommes capables de le faire de façon intergénérationnelle. Et je ne suis pas très rassuré parce que l'autre jour j'avais un groupe de professionnels et finalement ils ont pensé me dire à un moment pour me faire plaisir, ah mais tout ça c'est fini, le Parlement c'est par amendement virtuel, le je sais pas quoi, il n'y a plus rien. Ah oui, mais sauf qu'au coin de la rue, l'ordre public, quand on a besoin de le maintenir pour un état de droit, c'est pas virtuel ça. Donc je me dis, comment est-ce qu'on va faire pour avoir de nouvelles régulations indispensables? Parce que avant qu'il y ait un conflit, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est un peu vrai pour les start-up aussi. Et tout à coup, c'est le drame absolu. Donc il faut songer à de nouvelles formes de régulation. Et je crois que ce qui me semble exact, c'est que maintenant, il n'y a plus de monopole pour les institutions. Une ONG dans le monde est souvent beaucoup plus impressionnante et forte et importante qu'un syndicat. Je ne dis pas que les syndicats n'aient pas d'importance. Mais il faut songer à des formes alternatives et changeantes de régulation. Et je pense que c'est vrai que pendant un certain temps, il faut s'habituer, ce que je pense nos amis chinois savent si bien faire, à gérer le chaos. On arrive à la fin de cet échange. Un mot de conclusion que ça vous inspire, Harold, de tous ces échanges. Je suis curieux. Je suis curieux de voir comment tout ça va être mis en place, les impacts
que ça va avoir sur la vie en entreprise et surtout le traitement judiciaire qui m'intéresse particulièrement, de toutes ces nouvelles constructions normatives, de toutes ces nouvelles règles, de tous ces nouveaux principes qui viennent à contrario de ceux que l'on pensait comme figés en vigueur dans le droit du travail. Et c'est vrai que aujourd'hui on est précisément entre deux feux. Aujourd'hui on traite dans notre activité judiciaire des contentieux qui sont régis par l'ancien monde du droit du travail. Je simplifie, mais on ne peut pas vraiment parler d'ancien monde, mais en tout cas une nouvelle ère du droit du travail, et celle à laquelle on va être confronté, celle pour laquelle on va être consulté, et celle qu'on va être amené à mettre en œuvre devant les juridictions. Voilà. Alors, la France est-elle en état de lévitation? C'est mon grand sujet de discussion avec nos amis chinois. Alors, lévitation, ça veut dire que ça peut durer un certain temps, mais boum, tout à coup, ça va retomber. Préparez vos parachutes, surtout, ça va être très dur, on va retomber dans un univers, un monde ancien, je ne sais pas, avec une vision complètement contraire. Est-ce que vraiment c'est le cas? Mais la lévitation peut durer. L'autre hypothèse, c'est, d'une certaine façon, est-ce qu'on est en présence d'une sorte de soufflet, la cuisine française, on ouvre un peu, boum, tout tombe. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et l'autre hypothèse, c'est, est-ce que c'est le décollage d'un A380 avec un nouveau droit du travail et qui va durer? Moi, je pense que vraiment, il faut donner confiance avant tout aux acteurs. Il faut leur donner confiance. Parce que je pense que les jeunes ont des défis qui sont vraiment nouveaux et très difficiles et qu'il ne faut surtout pas leur donner l'impression que tout va s'effondrer, rien ne sert, l'ancien monde n'est pas utile. Moi, je crois qu'il faut absolument essayer de faire en sorte, que la convention collective soit véritablement un instrument du quotidien, qu'on puisse se l'approprier, et pourquoi, ce qui n'existe pas vraiment en France, une administration permanente, une capacité de traiter des contentieux dans le cadre de la convention collective. Et puis, deuxièmement, je crois, vraiment se préoccuper de la remise en cause de cet affrontement des visions du droit du travail en termes de stabilité, instabilité, grand droit du travail, petit droit du travail, et que donc moi je crois qu'il faut construire un droit de l'activité professionnelle. Je suis très attentif notamment à l'apprentissage. Je pense qu'il y a d'immenses capacités de ce côté-là, et que les Français ont quand même une sorte de culture de dédain à l'égard du travail manuel qu'il faudrait vraiment faire cesser. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette première édition des mondes du travail qui s'ouvrent, je dirais, sur différents thèmes. Alors, on va remercier évidemment tous ceux qui étaient présents ici, je dirais, et évidemment nos intervenants pour la qualité de leur présentation.